Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, dit-on. Aujourd'hui, nous allons au cours de ce magazine découvrir une femme talentueuse, jeune femme en plus, dans le domaine de l'architecture. Il s'agit d'Eunice Dallo-Hara. Elle est propriétaire d'une entreprise, très jeune femme. Elle est également architecte intérieure. Madame, Messieurs, bienvenue à ce magazine qui fait parler des femmes, qui parle des femmes aussi. Et bienvenue à vous également, Madame Eunice. Merci beaucoup, Madame Fiza. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, vous êtes trop jeune. Tout de suite, on va faire rapidement un recul. Okay. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps de savoir comment ça a commencé. Votre histoire avec l'architecture intérieure. Aujourd'hui, on vous appelle ingénieur, c'est ça? Oui, architecte intérieur. Architecte intérieur. Mais ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez nourri depuis beaucoup de temps. Oui, bon, c'est vrai à moitié, parce que, bon, en grandissant, je ne savais pas que j'allais faire l'architecture intérieure. Je savais juste que j'aimais beaucoup l'art. Bon, en tout cas, je suis artiste d'âme, dans tout ce qui est musique, danse, c'est vraiment ma passion. Mais en grandissant, j'étais pas très sûre de ce que j'allais faire. Je me disais, je vais être peut-être peintre, mais bon, c'est pas quelque chose qui passait très bien. Alors, j'ai commencé à avoir des frustrations quand j'entrais dans les maisons des gens, dans des immeubles. Et c'est là que j'ai découvert au fait que ce qui me passionnait vraiment, c'était la construction et surtout l'aménagement intérieur, donc rendre les espaces vivables pour les gens. Et c'est comme ça, au fait, que je me suis penchée vers l'architecture. Mais ce n'est qu'en arrivant à l'université que j'ai vraiment compris c'était quoi l'architecture, parce que bien que j'aimais de loin, c'est en arrivant dedans que j'ai compris au fait que vraiment, c'est vraiment ça qui me passionnait. L'architecture intérieure, c'est vrai que sous d'autres cieux, c'est quand même un service auquel on recourt régulièrement. Mais ici, d'abord, il faut payer des frais pour avoir une consultation de votre part. Ça ne passe pas trop également du côté du consommateur. Mais comment vous faites pour venir vous installer à Kinshasa? Vous avez décidé, après les études à l'extérieur, de pouvoir rentrer dans votre pays. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, déjà, ce qui m'a motivé, c'est que j'aime beaucoup mon pays et je pense qu'il y a beaucoup à faire ici. Je me suis toujours dit, je vais étudier et puis je reviens pour bâtir le pays. Bon, c'est vrai, en finissant l'université, on commence à se poser la question, est-ce qu'on va rentrer ou pas? Est-ce qu'on va rentrer ou pas? Mais finalement, je me dis, il faut que je rentre pour investir. Le moment, c'est maintenant, ce ne sera pas demain. Alors, je rentre, sachant que, exactement comme vous l'avez dit, que ce domaine n'est pas très exploité ici, n'est pas très bien accueilli ici, mais je me dis, je vais me lancer quand même. Mais tout en me disant que je vais peut-être faire 5 ans travaillant pour quelqu'un et puis après, je vais me lancer dans ma propre entreprise. Et comment ça a basculé directement dans votre propre entreprise? Vous travaillez pour des gens? Je suis rentrée, je voulais faire d'abord un stage professionnel, commencer à travailler pour quelqu'un, comme je l'ai dit, pendant 5 ans. Et bon, j'avais déjà les interviews calées depuis là-bas. Alors en rentrant, j'ai fait ces interviews, mais bon, après chaque interview, je me rendais compte que c'était pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment pas ce que je veux. Mais j'ai quand même fait 3 mois de stage dans une entreprise de la place. Bon, c'était un cabinet d'architectes. J'étais la seule femme déjà, et puis j'étais la seule architecte d'intérieur. Donc ils étaient tous des architectes. J'étais la seule architecte d'intérieur. Mais même mon patron, il a remarqué que cette fille, il faut la laisser partir. Alors, il me disait, mais tu commences quand, en fait? J'ai dit, mais ça fait que 3 mois que je suis ici, j'ai encore besoin d'apprendre. Il me disait, non, je pense que tu es prête maintenant pour te lancer. Alors, après, avec la motivation de plusieurs personnes et cette passion qui grandissait en moi, je me suis dit, OK, après 4 mois seulement, étant ici, en rentrant à Kinshasa, je me lance. Là, maintenant, il fallait faire avaler la pilule aux parents. Et aussi, il fallait avoir des moyens pour se lancer. C'est ça la question que j'allais poser. D'où est venue ces moyens mis à la disposition de la création d'une entreprise? Vous n'avez pas encore travaillé suffisamment, 3 mois seulement d'expérience. Oui. Certainement qu'il y a de l'appui des gens. Oui, il y a de l'appui, mais il y avait aussi mes propres fonds. Parce que ce qui se passait, c'est qu'en faisant 4 ans d'université, je me privais aussi de beaucoup de choses pour pouvoir bâtir comme une petite caisse. Ne sachant pas exactement ce que je voulais faire avec, je me disais, bon, peut-être ça peut me servir pour mon mariage, ça peut me servir plus tard pour acheter une voiture. Comme toute une femme qui rêve d'être mariée, d'avoir un mariage de rêve, évidemment. Exactement. Alors je me disais, je crée quand même ma petite caisse. Dès ma première année à l'université, j'ai commencé à créer cette petite caisse. Et tu vois, te prise $10, $20, $50. Après 4 ans, bon, ça fait ça, tu as quand même quelque chose. Alors, quand je voulais lancer mon entreprise, je me disais, je ne peux pas aller me présenter chez papa pour lui présenter un plan, un business plan, sans pour autant avoir mes propres fonds. Ça, c'était moi-même. Pour qu'il me prenne au sérieux, je pensais
avoir quelque chose de côté. Alors je me suis dit, bon, j'ai ma caisse là, pourquoi ne pas toucher à ça, pouvoir créer ma propre entreprise. Et bien sûr, quand je suis allée lui présenter et mon plan et l'argent que j'avais de côté, ça l'a motivé aussi pour donner. Ça motivait plusieurs autres personnes pour contribuer parce que j'avais déjà mes économies de côté. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ont beaucoup d'idées en tête, mais ils ne savent pas comment les agencer, comment les matérialiser. Eunice, vous êtes quand même un exemple de réussite pour la jeunesse féminine, surtout. Qu'est-ce qui vous a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait ce que vous puissiez réaliser votre rêve, tant soit peu ces rêves-là, parce que ce n'est pas toutes vos ambitions qui se réalisent au même moment, mais c'est quand même un pas de plus. C'est quoi votre secret? Je pense que c'est peut-être la passion que j'ai à l'intérieur de moi. Ce qui me pousse à me réveiller chaque matin, à vouloir mieux, c'est vraiment la passion de voir mon pays aller de l'avant et la passion de voir les jeunes femmes et la génération d'aujourd'hui réussir. Je pense que c'est vraiment ça qui me passionne. Je pense que j'évite souvent de me placer des limites. C'est peut-être quelque chose aussi qui énerve certaines personnes, mais vraiment, j'aime pas me limiter. Et je pense que c'est ce qui me motive et c'est ce qui me pousse à aller au bout de mes rêves. Eunice, à quel âge? Ouf, c'est une question très intéressante. Embarrassante à même moment. Oui, moment. parce que bon, certaines personnes me donnent beaucoup plus que l'âge que j'ai. Okay. Mais bon, j'ai 23 ans et demi. 23 ans et demi, oui. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est quand même pas mince à faire. Vu votre âge, vu que vous soyez femme, comment vous lancez dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez parce que vous êtes jeune et vous êtes femme? Bien sûr, bien sûr. C'est même les plus grandes difficultés que je rencontre, le fait que je suis jeune et le fait que je suis une femme. J'imagine, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a cette question d'expérience. Quelqu'un qui vous donne un grand marché, il va vous dire, vous avez travaillé où, madame? Exactement. Déjà, quand je parle aux gens au téléphone, les gens me font confiance, parce qu'avec la voix, on ne sait pas très bien savoir quel âge on a. Mais dès que tu te présentes, la première réaction, c'est « Oh mon Dieu, elle est jeune !» Et là, déjà, au départ, c'était vraiment un blocage, parce que je me disais « Seigneur, il me trouve trop jeune, comment je vais faire ?» Mais après, je me suis dit, si je dois tout le temps me limiter parce que je suis jeune, et si je dois tout le temps me limiter parce que je suis une femme, je n'accomplirai rien. Alors, ce que je fais, ce que je mets, mes qualités et ce qui est à l'intérieur de moi au devant. Je sais que j'ai quelque chose à offrir et je sais que ce que j'offre est de très bonne qualité. Alors, c'est ce que je mets en avant. Vous êtes trop sûre de vous, apparemment? Trop sûre de moi. Est-ce un atout ou à un certain moment, ça devient un défaut? Oui, c'est vrai. Ça devient un défaut, mais je pense que si je ne me valide pas moi-même, personne ne va me valider. Ok. Donc, c'est pas que je pense que je suis supérieure aux autres, mais je pense que j'ai quelque chose à offrir. Donc, pourquoi ne pas mettre ça au devant? On va faire une petite comparaison avec la jeunesse féminine d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez cette jeunesse aussi ambitieuse que vous, ou il y a encore beaucoup à faire? En dépit des sensibilisations, en dépit de toutes ces femmes qui essayent d'étirer les jeunes filles vers l'excellence, la perfection, des femmes ambitieuses. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que vous venez fraîchement de ce monde-là, de la jeunesse. Vous pensez que la jeunesse féminine congolaise voit loin, comme vous? Je pense que c'est 50-50. Il y a certaines jeunes filles qui ont vraiment des ambitions et qui ont des rêves, mais le problème se trouve au niveau de l'accomplissement en fait, des rêves. Et puis on a de l'autre côté celles qui ne pensent que mariage et celles qui ne pensent que voilà, se mettre à la maison et puis recevoir de l'argent, faire des courses, s'habiller, qui n'est pas mal. Mais je pense J'allais poser la question, le mariage, c'est quand même une finalité pour toute femme. C'est pas une finalité. Ça fait partie du parcours de la femme, mais je ne pense pas que c'est une finalité, parce que quand on dit finalité, on parle de fin. Moi, je ne pense pas que quand une femme se marie, c'est la fin de toute chose. Mais c'est un peu ce qu'on a essayé de nous inculquer, ou ce qu'on a vu, que quand une femme se marie, voilà, elle ne travaille plus. Quand une femme se marie, elle n'arrive plus à accomplir ses rêves. Celle qui était très ambitieuse, mais dès qu'elle se marie, les enfants viennent, et puis après, paf, il n'y a plus rien. On n'entend plus parler de la femme après le mariage. Mais pour moi, le mariage, ce n'est pas une finalité. Je pense même que l'homme qui nous épouse... Tu fais une femme fatale sur ce
plateau, les hommes auront peur de t'aborder. Mais non, justement, il faut aborder des femmes comme ça parce qu'on aide au fait nos hommes aussi à aller de l'avant et puis même à accomplir. Parce que moi, si je me marie aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ma vision, mais il y a aussi la vision de mon mari que j'embrasse. Et je l'aide à devenir meilleur aussi. Tout à fait. Parce à que condition de trouver cet homme-là qui puisse avoir la même vision que toi. C'est ça aussi qui nous manque par moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, bon, déjà, trouver un homme qui accepte une femme qui a des ambitions et une femme qui a des rêves, c'est pas très commun. C'est pas très commun parce que, bon, des fois, les ambitions d'une femme sont qualifiées d'arrogance, sont qualifiées d'exagérer. La responsabilité de la jeunesse sur les questions qui touchent à l'emploi sont aussi de mise dans cette question d'indépendance, d'autonomie des jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes lancé dans un domaine parce que vous avez mis de la volonté, vous aviez des idées, mais il y a de ceux-là qui attendent qu'on puisse leur offrir comme un cadeau sur le plateau, alors qu'il faudrait aussi faire un pas. Est-ce que c'est possible avec des idées aujourd'hui de pouvoir se rendre autonome? Oui, c'est possible. C'est vraiment possible. Je pense même que maintenant, plus que jamais, c'est possible parce que toutes les opportunités sont réunies pour que la femme arrive au fait à devenir ce qu'elle veut devenir. À l'époque, on était un peu bloqué parce que, bon, la manière dont on pense de la femme doit être à la maison, la femme doit faire ceci. Mais le plus on a des conférences, le plus on a des choses à notre disposition, je pense qu'il faudrait oser. Le temps, c'est pas demain, le temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il faut oser. C'est bien ce que vous dites, mais vous rencontrez quand même aussi des difficultés dans votre domaine, hormis que ce soit le fait que c'est lié à votre féminité ou à votre genre, et surtout à votre âge, mais par rapport au marché, est-ce que ça passe chez les Congolais de solliciter de temps à autre l'architecture ou la main-d'œuvre d'un architecte intérieur? Ça fait 2 ans que j'ai lancé cette entreprise et il faut dire que la première année et demie a été très difficile parce que déjà quand on parle d'architecte, bon ici on nous appelle des décorateurs et pourtant moi je suis pas décoratrice, je suis architecte. Voilà, cette confusion-là. Alors déjà les gens ne voyaient pas l'utilité, pourquoi j'aurais besoin d'un architecte d'intérieur alors que j'ai déjà l'architecte qui peut tout faire. Mais ce que j'essaye de faire comprendre, en fait, ce que j'ai essayé de faire comprendre à mes clients ou même à l'audience pendant ces 2 années et ce que je continuerai encore à faire comprendre, c'est que chaque personne a son rôle. De la même manière que chaque pièce du puzzle est important, l'architecte d'intérieur est aussi important pour la construction d'une maison. L'architecte, c'est vrai, il maîtrise son domaine, mais il faut qu'il travaille de pair avec l'architecte d'intérieur pour que le travail soit bien fait. Quand est-ce que justement on recourt à votre travail? Dès le départ déjà. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens viennent souvent à la fin. C'est quand je mets la fondation, déjà j'ai besoin d'un architecte intérieur. Oui, parce qu'il faudrait que je travaille en collaboration avec l'architecte principal pour pouvoir faire l'intérieur. Ce que j'aime bien définir au fait avec mes clients, c'est que l'architecte lui conçoit la coquille. Et moi je viens faire tout ce qu'il y a au-dedans. Et il ne peut pas concevoir une bonne coquille s'il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il faudrait qu'on travaille déjà de pair dès le départ pour pouvoir faire un travail merveilleux. C'est pourquoi nous remarquons que dans nos travaux de finition, il y a des lacunes. C'est pas très bien fini. Pourquoi? Parce que l'architecte se lance et puis quand on vient appeler l'architecte d'intérieur, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et pourtant, le travail d'architecte commence déjà à la base, déjà à la fondation. Mais quand même, ça coûte cher, non? C'est quand même un coût de plus qu'il faut engager. Ça ne coûte pas aussi cher. C'est vrai que ça fait peur quand on dit architecte d'intérieur, il faut encore associer quelqu'un d'autre au travail, mais ça ne coûte pas aussi cher que l'on pense. Et même, je répète souvent à mes clients que nous, on travaille avec votre budget. Je ne vais pas venir vous imposer un budget. Je travaille avec ce que vous avez et avec ce que vous avez, je suis capable de vous offrir un travail de qualité. Vous commencez alors dès les débuts, jusqu'à quel moment? Jusqu'à la fin. Et même quand la maison est finie, on fait toujours un travail de suivi, peut-être pour les 3 premiers mois. Juste pour nous rassurer que l'entretien est bien fait et puis après on vous lâche. Alors, dans votre entreprise, chef d'entreprise que vous êtes, combien de femmes vous avez employées jusqu'ici? Ok, très bonne question. Jusque-là, 4. Sur combien d'hommes?
Sur 9 hommes. Quel déséquilibre. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui viennent. Heureusement que vous répondez de vous-même, parce que j'allais commencer. Pourquoi ce déséquilibre? Parce que les femmes ne viennent pas. Déjà au départ, quand j'ai lancé l'offre d'emploi, c'était que des hommes qui répondaient. Au départ, j'étais la seule femme. Il n'y avait que des hommes, mais après j'ai dû aller moi-même chercher les femmes parce qu'elles ne venaient pas. Je ne sais pas, je dirais peut-être qu'elles ont peur ou elles ne sont pas intéressées, je ne sais pas dire exactement, mais c'est moi qui ai dû faire l'effort d'aller vers des femmes et elles ne sont pas venues d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous reprochez justement à la femme congolaise ou à la jeunesse dans ce secteur d'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles ne sont pas motivées ou elles rencontrent des obstacles qui les affaiblissent? Qu'est-ce qu'il y a? Ou c'est elles-mêmes? Je pense que le problème, c'est elles. Les ambitions, bon, je parle avec beaucoup de jeunes femmes, mais tu sens qu'il y a de l'ambition, il y a des rêves. Mais c'est le go, en fait, le punch qui manque. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles ont des rêves, elles écrivent dans un cahier, puis ça reste là. Elles sont trop passives. Personne ne veut vraiment prendre ce cahier-là et se dire « Ok, maintenant je me lance ». Tout le monde attend que l'aide vienne de quelque part et puis l'aide ne vient jamais. Est-ce que vous partagez aussi vos expériences avec ceux qui sont dans le même domaine que vous, les étudiantes par exemple? Oui, très souvent je vais motiver les jeunes femmes, inspirer. J'aime bien ça, j'aime bien parler, j'aime bien parler avec les jeunes femmes, leur motiver, non seulement dans le domaine dans lequel je suis, mais vraiment dans tous les domaines. Parce que je pense que des fois, elles ont besoin d'entendre quelqu'un qui est peut-être passé par le même chemin qu'elle, ou bien peut-être quelqu'un qui a le même âge, qui est jeune comme elle, pour pouvoir les motiver aussi. Parce que c'est bien des fois d'entendre une maman de 50 ans dire j'ai réussi et tout. Mais quand tu vois quelqu'un qui est de la même génération que toi et qui essaye, ça motive toujours. Ça motive toujours. J'aimerais faire un petit recul avec vous. Petit enfant, vous aviez des rêves qui se réalisent aujourd'hui. C'est vrai que vous allez me dire, j'anticipe, hein, vous êtes chrétienne aussi, il y a le côté de votre foi qui a été mise en exergue, mais j'aimerais parler sur quoi est-ce que vous reposez votre secret dans le domaine professionnel pour votre réussite. Ok. Je vais peut-être d'abord être un peu spirituelle et puis passer au côté professionnel parce que moi, mon plus grand secret, c'est Dieu. Je le dis même à mes... Je m'y attendais. je le dis même à mes employés, c'est Dieu le boss ici. C'est vrai que c'est moi, on appelle la CEO, la responsable, mais c'est vraiment Dieu le boss. Ça vous fait quoi quand on vous appelle CEO? Ça me stresse. Ça me stresse parce que c'est beaucoup de responsabilités. Je suis, comme on dit, la dernière paille qu'on tire. On peut aller recourir chez tout le monde, mais quand il n'y a plus de solution, c'est comment on fait. Des fois même, je ne sais pas. Donc, c'est comme je disais, c'est Dieu le boss. Quand je dors, c'est des fois lui qui m'inspire des choses à faire. Des fois, je reçois des inspirations comme ça en rêve. Ou des fois, voilà, c'est vraiment Dieu. Mais aussi, je pense que c'est vraiment le fait que je veux toujours l'excellence dans ce que je fais. Ma mère me répétait très souvent une phrase quand on grandissait. Elle me dit, soit tu fais bien les choses, soit tu ne fais pas. Alors c'est vraiment une phrase qui est restée collée à moi. Même dans les petits travaux de la maison, oui. Hein, généralement c'est ça. Exactement. Elle dit, c'est soit tu fais bien, elle n'aime pas les à peu près. Ma mère, c'est vraiment ça sa phrase, j'aime pas les à peu près. Donc soit on fait bien les choses, soit on ne les fait pas. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer, je me suis inculquée moi-même et que j'essaie d'inculquer aussi aux gens avec qui je travaille. Parce que je me dis, je préfère encore que si mon nom est attaché à quelque chose, que ce soit bien fait. Et pas qu'on dise, ah bon c'est bien mais, c'est bien mais. Non. Moi j'aime qu'on dise, c'est bien fait. Et deuxièmement, comme je dis, il y a l'excellence, mais il y a aussi la qualité. Il n'y a pas d'excellence sans qualité. Il faudrait vraiment que non seulement je sois excellente dans ma façon de faire, dans ma façon de parler, mais que aussi le travail que je présente soit un travail de qualité. Et troisièmement, c'est l'esprit d'équipe. Moi, je ne travaille pas en chef, subalterne, non. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est le style américain. Exactement. Que vous avez inculqué en vous. Si vous n'étiez pas architecte, que deviendrez-vous? Que feriez-vous d'autre?
Déjà que je porte beaucoup de casquettes, l'architecte d'intérieur, c'est vraiment juste un dixième peut-être ou un vingtième de ce que je Allons-y suis. alors, parlez-nous de vous. Hormis que vous soyez architecte intérieur, qu'est-ce que vous représentez d'autre en vous? Ok, je suis chantre, je suis dirigeante d'une chorale des adolescentes, j'écris. Quand je dis que j'écris, c'est vraiment la littérature, la poésie et tout ça, les romans, patati patata. Et j'écris aussi des chants et en même temps j'écris aussi des spectacles. Aussi, je danse et je dessine. Donc c'est vraiment un mélange d'un monde artistique. Comme je disais au départ, si je n'étais pas architecte d'intérieur, je serais toujours dans le monde d'artiste. Donc, l'art exige une certaine discipline. Oui. C'est quoi? Comment vous faites pour vous en sortir dans ces principes qui régissent quand même cet art que vous mettez en pratique? Je dirais pas que j'ai encore vraiment réussi à bien canaliser, mais je suis en train d'apprendre, surtout avec des bons coachs. Qui portent aussi beaucoup de casquettes parce que c'est pas facile. Un homme qui porte beaucoup de casquettes comme ça se comprend, mais une femme, tu dois être en même temps, tu dois être fille, tu dois être épouse, tu dois être mère, tu dois être ceci, cela, et en même temps tu dois porter multitâche. Voilà, et en même temps tu dois porter aussi toutes ces casquettes. C'est pas très facile. Déjà, je me dis, je suis pas mariée. Il y a tout ça, il y a des fois comme une explosion de créativité. Quand il faudra canaliser. Il faudrait que j'apprenne à canaliser maintenant, parce que sinon, ça risque de me poser des problèmes après. Mariée, et en plus, il faudra être mère dans les jours à venir. Oui. Ça risque de poser problème. Jusqu'où vous poussierez vos rêves en tant que jeune femme? J'ai dit au départ que je ne me place pas de limites. Donc, je les pousserai aussi loin qu'ils peuvent aller, tout en espérant que la personne que Dieu placera à mes côtés m'aidera à m'épanouir aussi. On dirait que vous avez une crainte par rapport à ça. Ou vous avez eu des déceptions? Non, mais c'est juste que c'est difficile de trouver quelqu'un qui comprend ou qui te laisse vraiment t'épanouir. Ok. Voilà. Généralement, on a tendance à te faire et il faut redescendre un peu. Donc, je pense. Vous êtes tellement ambitieuse que vous pensez que si vous avez un partenaire qui étouffe vos ambitions, ça sera un frein pour votre épanouissement. C'est le cas pour beaucoup des femmes aussi, qui font avec. Oui, j'aimerais juste épouser quelqu'un qui acceptera mes ambitions. Et qui me permettra aussi, parce que moi j'aimerais bien embrasser ses ambitions aussi, donc qui me permettra de m'épanouir non seulement dans sa vision, mais de m'épanouir dans ce que je suis aussi. Voilà. Vous avez, c'est quand même une panoplie d'art en vous, artiste, créatrice, designer, écrivain, vous avez beaucoup de casquettes en vous. Alors s'il fallait choisir, ne fût-ce que un seul domaine dans lequel vous resteriez concentré, que diriez-vous? Que serait votre choix? Ce serait difficile parce que j'ai l'impression que si je devrais choisir juste un domaine, la définition même de moi va mourir. Madame Fils, c'est difficile la question. La question est vraiment dure. Il vous est difficile de vous dissocier de tout ce qui vous attache, de tout ce qui est attaché à vous. Mais à un certain moment, il y aura un choix à faire. Vous n'aurez plus tout faire? Je ne saurais plus tout faire, mais je pense que ce qui me définit, c'est la créativité. Alors peut-être que si j'arrêterais de tout faire, je resterai créatrice. Vous resterez créatrice. Eunice Dallo, vous portez le nom du pasteur Dallo, vous êtes sa fille. Je veux bien l'évoquer à la fin de cette émission. Est-ce que c'est toujours facile d'être fille d'un pasteur d'une grande renommée comme votre papa? Non, c'est pas facile parce que c'est comme on dit en anglais, there's a legacy to follow. Donc c'est vraiment
Son nom vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids. Et des fois, on a vraiment, tu sens le poids qu'il faut relever le niveau. En fait, il y a déjà une barre qu'il a placée. Alors, il faut faire soit plus ou soit être là où il a placé la barre. Mais Donc, le fait que vous portez aussi son nom vous facilite beaucoup de choses, non? pas toujours. C'est bizarre. C'est parce que vous rendez ça bizarre. Vous ne profitez pas de son nom. Vous voulez tout faire de vous. Vous voulez que je profite de son nom? Il arrive, hein. Il arrive qu'à un certain moment on est coincé. Et puis, je suis la fille du pasteur Dallo. Il vous est quand même arrivé de pouvoir frapper à certaines portes en son nom? Non. Je fais vraiment un effort de me bâtir mon empire. Mais c'est vrai, je ne peux pas me dissocier de mon nom. J'aime beaucoup mon nom, en tout cas. Pour rien au monde, j'aimerais être la fille de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est vrai, bon, certaines personnes entendent « Ah, Eunice Dallo, c'est la fille du pasteur Dallo, ça vous ouvre. Mais jamais je ne me présente comme... C'est qui votre modèle? C'est lui. C'est lui d'abord. Et puis, il y a ma maman aussi, qui est un très grand modèle pour moi. Il y a aussi le pasteur Atoms Mbouma. Je sentais que quand vous parlez de coach, il s'agissait de lui. C'est aussi lui votre coach? C'est lui, exactement. Vous avez quelques tics de pasteur Atoms, c'est bien. Il a bien réussi à faire son travail. Mais j'aimerais quand même, quelle est l'image que vous voulez ou que vous faites de la fille, de la jeune fille congolaise dans les jours à venir? Comment vous la voyez? Comment vous entrevoyez l'avenir de la jeune femme congolaise? Je vois une jeune femme congolaise forte, épanouie et qui contribue au fait à la société, mais aussi qui reste équilibrée. Parce que je pense que c'est ça vraiment le plus grand défi. Les rêves, c'est bien, bâtir quelque chose, c'est bien, mais rester équilibré et ne pas perdre l'essence même d'être femme, c'est ça le plus important. Si aujourd'hui on peut parler de vous, c'est parce que vous avez été sur les bancs de l'école, vous avez bénéficié d'une certaine scolarité jusqu'à l'université. C'est quand même bien pour une femme d'étudier, n'est-ce pas? Quelle est la place de l'éducation dans la vie d'une femme selon vous? Je pense que l'éducation, c'est tout, parce que l'éducation nous ouvre les horizons et puis débloque un peu certaines choses de notre intellect. C'est vrai que bon, ceux qui ont fait l'école buissonnière aussi ont des connaissances, mais l'éducation est très importante parce qu'on ne voit plus le monde que de nos propres yeux. On arrive à voir au fait vraiment le monde dans toute son entièreté. Je pense que c'est vraiment ça l'élément clé dans l'éducation. On ne voit plus les choses que limitées par nos propres yeux, mais on arrive à voir avec les yeux du monde entier. Il y a quand même aujourd'hui ces phénomènes des filles mères à travers la RDC qui aujourd'hui se sentent lésées pour avoir peut-être eu un enfant avant le mariage. Et hormis cela, il y a des questions des moyens qui viennent s'ajouter à cette barrière. Comment faire lorsqu'on se retrouve dans des cas pareils où on se dit je suis femme, mais là j'ai tout gâché, est-ce que j'ai encore de l'avenir devant moi? Bon, vous n'avez pas cette expérience-là, mais vous avez quand même remonté le moral de certaines femmes. Je ne pense pas que devenir fille-mère, c'est un gâchis. C'est pas une fatalité. Non, c'est pas une fatalité. Je le dis souvent, je dis même à 60 ans, on a encore le temps de bâtir quelque chose et de faire ce pour quoi on a été créé. Pour moi, je préfère encore quelqu'un qui a fait peut-être, qui a passé 65 ans, peut-être n'a pas compris pourquoi il existait et puis est passé à côté. Mais à 65 ans, il réalise, voilà, je suis passé à côté. Et il meurt à 67 ans, mais entre 65 et 67 ans, il a accompli beaucoup de choses. Donc pour moi, 2 ans, en 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. En 1 année, on peut faire beaucoup de choses. En 1 mois, on peut faire beaucoup de choses. Et on peut même récupérer, au fait, tout le temps perdu. Mais donc, il est encore mieux de les faire au moment opportun. Si, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard, vraiment. C'est vrai, peut-être on n'arrivera peut-être pas à atteindre le maximum de ce qu'on aurait pu atteindre, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Qu'est-ce qui manque à la jeune fille congolaise, selon vous? Les objectifs. Et aussi la motivation. La motivation, objectif nous manque, motivation aussi. Mais on nous reproche aussi par moments
C'est ça, quand on parle d'objectif, justement, de ne pas prendre certaines choses au sérieux. Par exemple, quand on va au cours, ce sont les hommes qui se mettent à revoir leurs notes à l'université. Certaines femmes sont parties en balade. C'est quand même une certaine légèreté. Il ne faudrait pas après attendre que l'on puisse vous prendre sur base de votre beauté. Il faudrait que la méritocratie soit mise en avant, n'est-ce pas? Oui. Tout commence aussi par le sérieux qu'on met dans la préparation. Les études, c'est une phase préparatoire. Oui. Comme je l'ai dit, vraiment les objectifs, parce qu'aller au cours, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est au cours? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'université? Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce qu'on est vraiment concentré? Bon, il y en a certaines, elles vont juste au cours, c'est pour faire plaisir, hein, et puis elle est à l'université, mais elle n'est même pas au cours. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui nous motive? Quels sont nos objectifs? On doit pouvoir en fait se fixer des objectifs et des objectifs les atteindre. Donc c'est vraiment ça. Je pense que la jeune femme congolaise, elle se perd un peu dans le vent de tous les jours. Donc dès que chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, on est là, on est balancé par le vent. On est emporté. Voilà. Quel est votre regard sur la parité? Très bonne question. Je pense que la parité, c'est une bonne chose. Et je trouve que la parité, c'est une bonne chose, mais je suis contre le fait qu'on tord un peu la parité en essayant de ramener l'égalité à tout niveau. Je ne pense pas qu'on est égal à tout niveau. Je pense que l'homme a son rôle et la femme aussi a son rôle. C'est vrai qu'au niveau professionnel, l'homme et la femme doivent pouvoir avoir les mêmes opportunités, mais je ne pense pas qu'on doit ramener ça dans tous les autres domaines de la vie. Ok. Ça veut dire que le combat que la femme mène aujourd'hui pour pouvoir avoir les mêmes chances que l'homme est un combat assez légitime, n'est-ce pas? Oui, dans le domaine professionnel. Oui. Dans le domaine professionnel. Mais est-ce que la femme a compris, selon votre lecture sur ce concept des parités, est-ce que la femme a compris tel que nous les comprenons aujourd'hui? Non, je ne pense pas que la femme a compris, parce que même déjà quand on entend parler les jeunes femmes de la parité, c'est vraiment un extrémisme, mais extrême, quoi. Excusez-moi la tautologie, mais c'est vraiment extrême. Le mouvement féminisme avait commencé avec avec des très bons objectifs, de pouvoir permettre à la femme de s'épanouir, de donner ses idées, de faire ceci et cela. Mais il y a toujours une dose d'exagération. Voilà, après. on a emmené ça à un autre niveau, on a exagéré parce qu'on ramène la parité même au niveau du foyer, ramène la parité même là où la parité n'a pas besoin d'être. Donc je pense qu'on est en train de sortir un peu de l'idée principale, l'idée première que ces femmes au tout début avaient commencé avec le mouvement féminisme et la parité. Alors on a fini cette émission, à moins que vous n'ayez un mot à dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent et surtout aux téléspectatrices et spécialement aux jeunes filles qui ont eu une attention particulière pour vous écouter, Eunice Dallo. En tout cas, Madame Feta, si je devrais dire quelque chose à la jeune femme d'aujourd'hui, c'est que elle a été créée pour un but, elle a son rôle dans la société, il faudrait vraiment qu'elle joue son rôle au maximum. La femme n'est pas une décoration, la femme a son utilité et il faudrait vraiment que l'on prenne conscience de cela. Tes rêves ne sont pas des choses que tu dois garder pour toi. Il faudrait les vivre. Si Dieu a permis à ce que tu rêves de certaines choses et s'il a déposé certaines choses en toi, c'est pour que tu les exploites. Alors il faut les exploiter au maximum. Alors vous êtes une belle illustration de celles qui ont compris ce à quoi elles sont appelées à faire ou à porter pour le développement de leur société. Vous êtes architecte intérieur avec plusieurs autres casquettes que nous n'avons pas pu décortiquer au cours de cette émission. Chantre, créatrice, vous êtes dans le spectacle, dans l'art de manière générale. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience ce soir. Merci également à vous, madame, monsieur, de votre fidélité à ce magazine. Vous voyez, nous sommes dans toutes les catégories d'âge, toutes les tranches d'âge des femmes. Tout ça pour dire à la femme congolaise, à la femme de manière générale, de pouvoir être utile dans la société, comme je le disais au début de l'émission. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Eunice n'a pas attendu pour savoir ce à quoi elle est appelée. Elle s'y est mise dès qu'elle a compris. J'espère que ce sera le cas pour beaucoup d'autres jeunes filles à qui on appelle
tous les jours à la prise de conscience pour pouvoir se rendre vraiment des femmes, pour pouvoir être des femmes des valeurs dans la société. Merci. Je vous retrouve très bientôt sur Bio1 Télévision. À très bientôt. Merci.